Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre que j'ai lu il y a presque 2 mois et que j'ai vraiment adoré. Il s'agit de Samarcande d'Amin Maalouf, un livre historique. C'est un roman très intéressant et vous allez le découvrir avec moi. Comme à son habitude, l'auteur nous fait découvrir une figure historique du monde arabo-musulman de manière romancisée. Un modus operandi qui a déjà été utilisé dans différents textes, dans différents livres d'Amin Maalouf, comme Léon l'Africain ou bien encore les croisades vues par les Arabes. Et je vais m'attarder ici sur ces 2 romans, sur ces 2 livres que j'ai lus il y a bien longtemps, parce que Léon l'Africain, je l'ai lu en 2016, et les Arabes, ou les croisades vues par les Arabes, c'était en 2022. Et là, je dois vous dire un truc, les glandeurs. Autant j'avais détesté Léon l'Africain par sa lenteur, par sa lourdeur et surtout par, je dirais, par le manque de profondeur du personnage en lui-même, Léon l'Africain, autant j'avais adoré les croisades vues par les Arabes. Là où il y avait de la lourdeur dans Léon l'Africain, il y avait une certaine légèreté, un certain mouvement, une certaine consistance stylistique qui nous tenait en haleine du début jusqu'à la fin. Comme quoi, il est parfois judicieux de lire plusieurs livres d'un auteur pour mieux cerner son style, mieux cerner sa manière de procéder et surtout de le voir dans différentes positions, dans différentes thématiques. Et dans les croisades vues par les Arabes, il a excellé dans le domaine. Il n'y a rien à dire, hein. Il a allié le versant historique avec le versant romanesque et ça a donné un livre riche en informations, riche en personnages et surtout, il s'apparente plus à un essai littéraire ou à un essai historique qu'à un simple roman, qu'à un simple livre historique si vous voulez. Et puisque mon avis était mitigé, c'était un partout, je voulais retenter la chance, redonner une nouvelle chance à Amin Maalouf pour mieux cerner cet écrivain et avoir une idée finale sur son écriture, sur son talent. Et j'ai décidé d'aller lire Samarcande. Il faut savoir que Samarcande d'Amin Maalouf, c'est le livre qui revient le plus sur les réseaux sociaux, sur les book clubs, etc. Donc je me suis dit, allez, faut le lire, faut découvrir ce livre. Qui plus est, il traite d'un personnage que j'affectionne, qui m'intéresse énormément. J'ai nommé Omar Khayyam, ainsi que ses quatrains Rubaiyat. Alors, nous allons parler de Samarcande. Qu'est-ce donc d'abord Samarcande? Samarcande est une ville historique qui se trouve aujourd'hui en Ouzbékistan. Elle était, durant le Moyen-Âge oriental, durant le XIIe, XIIIe siècle, un théâtre de culture, d'intelligence, d'intellectuels, de sciences, de lettres. C'était un creuset historique, un creuset intellectuel où se retrouvaient les plus grands écrivains, les plus grands intellectuels de l'Orient. Et parmi ces écrivains, parmi ces intellectuels, parmi ces scientifiques, il y a eu le passage de Omar Khayyam, qui est bien sûr le personnage principal de Samarcande. Et là, je dois m'arrêter les glandeurs pour parler un petit peu de Omar Khayyam. Qui est ce personnage? Qu'a-t-il produit? Pourquoi il est si important à cette ville de Samarcande et pourquoi est-il si important pour non seulement l'Orient, pour les musulmans, pour les Arabes si vous voulez, mais aussi pour la littérature mondiale. Omar Khayyam est un savant persan né au XIe siècle à Nishapur, c'est l'Iran actuel, et il est réputé pour son recueil de poèmes Ar-Rubaiyat, les quatrains. Sauf que loin d'être qu'un simple homme de lettres, il était aussi un scientifique très reconnu dans le monde oriental, mais aussi et après dans le monde occidental. Il fut considéré comme un des plus grands mathématiciens du Moyen-Âge dans l'Occident, notamment grâce à 2 livres, ou plutôt 2 traités scientifiques qui se nomment l'histoire des mathématiques où il traite de problèmes d'algèbre. Ainsi les glandeurs dans Risala fil Barahin ala Masail al-Jabr wal Muqabala, Omar Khayyam tente de classifier les équations de 3e degré. Il est un des premiers à avoir entamé cela durant le Moyen-Âge. Et son traité et son texte demeura une référence
pour l'Occident qui vont poursuivre ces recherches, ces classifications durant les époques qui vont suivre. Cessons de parler des mathématiques, ce n'est point mon domaine. Et revenons à la littérature et parlons de Omar Khayyam ainsi que de ses vers qui ont enchanté l'Orient. Comme dit Leglander, Omar Khayyam va privilégier la forme métrique des quatrains pour exprimer un certain sceptisme, un certain mysticisme et qui démontre ses penchants soufis. Et je m'arrête là, Leglander. Si vous n'avez pas une idée sur le soufisme, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur Al-Farabi, Sagesse sublime, qui explique en quelque sorte ce qu'est le soufisme. Je vous laisse ici la vidéo, allez la regarder et revenez pour continuer cette vidéo. Dans le livre Samarcande Leglander, nous suivons le processus d'élaboration du livre Les Quatrains Ar-Rubaiyat, tant connu, mythique, un livre mythique qui a voyagé durant les siècles. En parallèle de l'élaboration du livre Les Quatrains, nous suivons les histoires de cœur et de cour qui tiraillent d'une certaine manière Samarcande et dans lequel le poète tente d'exister. C'est un climat assez tendu car d'une part nous avons l'empire seldjoukide qui est constamment menacé, non seulement de l'intérieur mais de l'extérieur car comme nous le verrons par la suite, il sera envahi par les Mongols et d'autre part il est tiraillé par Hassan al-Sabbah qui va former la secte des assassins, les Ismaéliens si vous voulez, qui vont semer la terreur, non seulement sur Samarcande, mais sur tout l'Orient. Ce personnage clé aura un rôle décisif pour les quatrains de Omar Khayyam. Ainsi Leglander, au milieu des flèches et des sabres, il y a la plume de Omar Khayyam qui laisse vardouiller sur les feuilles pour coucher ses sentiments, ses déboires et surtout ses déceptions. Tout ceci sera le terreau sur lequel va naître Les Quatrains de Omar Khayyam. Il faut savoir que ce livre a été demandé par Nizam al-Mulk, un vizir qui a accueilli chez lui Omar Khayyam. Il lui a proposé de rédiger Les Quatrains. Pourquoi lui avoir demandé de rédiger Les Quatrains? Car il faut savoir que le mythe de Omar Khayyam se propageait comme une traînée de poudre dans tout l'Orient. Et il y avait, et on lui attribuait plutôt, des quatrains à tendance sexuelle, à tendance bachique et qui invitaient surtout à la turpitude. Son camarade Nizam al-Mulk décide de codifier tout cela, de canoniser les quatrains de Omar Khayyam qui seront bien sûr rédigés par l'auteur lui-même et ainsi mettre fin au mythe, mettre fin à la polémique qui collait à la peau de Omar Khayyam, qui était annoncé comme un hérétique, qui était annoncé comme un buveur, comme un vagabond, comme un débauché. Tout cela avait pour but, ce livre-là, Les Quatrains, avait pour but de clarifier, de purifier l'image de l'auteur. Après la mort de Omar Khayyam, je ne vous spoile rien du tout, vous le savez très bien qu'il va mourir, tout le monde meurt, hélas. Son livre va passer de main en main jusqu'à finir par disparaître totalement de la carte. Plus aucune trace des quatrains. Je parle du livre original. Plus aucune trace. Il était à une certaine époque chez Hassan al-Sabbah à El-Mout, la ville ou le QG des assassins, mais plus tard, plus rien du tout. Et c'est là, Leglander, que commence la deuxième partie de Samarcande, car ce livre est constitué de deux parties. La première qui traite bien évidemment de la genèse des quatrains de Omar Khayyam, de Samarcande, de la ville, ainsi que des sectes des assassins. Et la seconde, on fait un bond en avant, un bond dans le futur. C'est au XXe siècle avec un personnage fictif du nom de Benjamin le Sage. Celui-ci décide d'entreprendre un voyage pour découvrir, pour trouver, pour chasser les quatrains, le livre original de Omar Khayyam. Une quête qui va le mener jusqu'au fin fond de l'Iran pour trouver ce fameux livre. Il sera emporté par le cours des événements, Leglander, notamment
la révolution constitutionnelle persane entre 1905 et 1911, qui sera le point central de cette seconde partie, puisque nous allons retrouver des personnages clés qui ont joué un rôle prépondérant durant cette révolution, notamment Jamal ad-Din al-Afghani, qui est à ce moment-là, le moment de la narration, qui est exilé en Turquie, car il était opposé au régime despotique de Shah Qajar. Vous l'aurez compris, les glandeurs, c'est une critique historique, c'est une critique sociale que nous retrouvons en filigrane du texte fictif mené par Benjamin Lesage. Et enfin, cette quête vers les quatrains, les Rubaiyat, qui le mèneront bien sûr à découvrir l'Orient, lui qui vient de l'Occident, qui est un orientaliste, et à trouver l'amour exotique, l'amour dangereux, cet amour qui lui permettra d'acquérir les quatrains de Omar Khayyam. Le livre s'achève au bord du Titanic avec Benjamin Lesage en possession des quatrains. Bon, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Je ne vais pas vous gâcher la fin, mais c'est, on va dire, l'avant-fin. Et je vous laisse découvrir la fin pour mieux comprendre l'aboutissement de cette quête, de cette odyssée à la recherche des Rubaiyat, des quatrains de Omar Khayyam. C'est en quelque sorte, les glandeurs, l'histoire de Samarcande, un livre scindé en deux parties. La première, c'est plutôt Omar Khayyam qui donne le temps et qui manœuvre et qui fait avancer l'histoire. Et dans la deuxième partie, c'est Benjamin Lesage, un Américain qui désire mettre la main sur le livre original de Omar Khayyam. Alors, que dire de ce livre, les glandeurs? C'est un livre très riche en informations historiques, en personnages clés, que ce soit des personnages fictifs qui viennent travailler l'histoire avec un grand H, ou bien même les personnages historiques tels que Omar Khayyam, Nizam al-Mulk, Hassan al-Sabbah et Jamal ad-Din al-Afghani. Et tout cela, c'est porté par une écriture assez simple, assez légère, assez rapide, mouvementée je dirais, parce que tout simplement elle est fortifiée grâce à des ellipses, des analepses, des prolepses, cette technique de narration qui viennent donner du mouvement, donner de la rapidité, de la légèreté au texte. Car vous le savez, un texte historique a cette, je dirais pas une tare, mais a cette malédiction d'être soporifique par moment, lorsqu'il est mal rédigé, lorsqu'il est mal raconté. Et dans ce livre, on est loin de tomber dans un faux rythme, de tomber dans l'ennui. Quoique, j'ai ressenti un certain ennui, une certaine lourdeur durant la deuxième partie, car je dois vous l'avouer, la première partie m'a vraiment intrigué du début jusqu'à la fin. Vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui adore le Moyen-Âge, que ce soit le Moyen-Âge oriental ou occidental. Omar Khayyam est un personnage clé. C'est grâce à lui que j'ai pu lire ce livre, parce que j'ai vu que ça abordait Omar Khayyam, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc Omar Khayyam, les quatrains, le Moyen-Âge oriental, qui plus est, ça traite de la Ligue des Assassins, Hashashiyoun ou l'Assassioun, parce que c'était le mot lui-même, c'était Assassioun, qui s'est, on va dire, qui a été modifié pour devenir Hashashiyoun, par rapport à la rumeur comme quoi les assassins prenaient du hashish. Ça, on en parlera peut-être un autre jour. Mais la première partie, elle est vraiment solide, elle est vraiment bien narrée, elle est vraiment riche en informations. On apprend énormément sur les quatrains, sur Omar Khayyam, sur l'Empire Seljoukide, sur la Ligue des Assassins, etc. La deuxième partie du livre, elle est moins intéressante, je dirais. Bon, pas vraiment moins intéressante. Elle est moins encadrée que la première partie. La première partie, elle était vraiment encadrée. On voyait ce que nous avions devant nous. Tandis que dans la deuxième partie, c'était un pêle-mêle. Il y avait plein d'informations, il y avait plein de détails. Par exemple, la révolution constitutionnelle n'a pas été très bien traitée pour ma part. Je pense qu'il
il aurait été plus judicieux de la part d'Amin Maalouf d'écrire un livre à part entière sur cette révolution, sur cette période historique qui n'est pas très traitée quand même. Je ne vois pas de livre qui traite de la révolution constitutionnelle persane de 1905 à 1911. Je n'en vois pas. Donc si vous avez un livre à me proposer sur cette thématique, je suis preneur. Mais voilà. La deuxième partie, elle s'est éparpillée sur plusieurs points, sur la quête, puis sur la révolution, sur l'Amérique, sur la Turquie, sur Jamal ad-Din al-Afghani, etc. C'était un petit peu cafouilleux pour moi. J'ai moins ressenti ce plaisir que j'ai ressenti dans la première partie. Voilà. Mais ça reste intéressant. C'était riche en informations, c'était intéressant, c'était... Voilà. J'ai bien aimé. Mais la première partie reste la plus réussie à mes yeux. Alors oui, les glandeurs, après les croisades vues par les Arabes, j'adhère totalement au style d'écriture d'Amin Maalouf, aux idées, à la méthode d'écriture d'Amin Maalouf, à cette faculté de nous immerger dans un monde oriental avec ses délices, avec ses mystères, ses dangers et ses frictions, parce que voilà, ça parle aussi de frictions politiques, religieuses, etc. Et c'est vraiment intéressant à lire, à découvrir. Et j'espère avoir d'autres occasions pour découvrir un peu plus Amin Maalouf, notamment son livre Les Croisades, non pas Les Croisades, oh là là, je fais une fixette sur ce livre. Je disais Les identités meurtrières d'Amin Maalouf, c'est un autre essai. Voilà, il fait une centaine de pages. Il m'a l'air d'être très intéressant, très profond. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'essaierai de me le procurer très prochainement. Voilà. Mais je dois dire que Les Croisades vues par les Arabes demeure pour moi le livre de référence chez Amin Maalouf. Tout simplement parce que l'époque en elle-même m'intéresse énormément. Je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'époque médiévale, c'est-à-dire même le Moyen-Âge occidental, hein, pas que l'oriental, mais un peu plus l'oriental parce que voilà, il y a cette connivence, ce rapprochement culturel, traditionnel, qui fait que je m'intéresse un peu plus au Moyen-Âge oriental. Et dans Les Croisades vues par les Arabes, c'est très intéressant de voir comment les croisades sont vécues de l'intérieur, c'est-à-dire par les Arabes, comment ils voient les Francs, comment ils voient le christianisme qui aborde ou qui déborde dans les terres musulmanes, etc. C'est très intéressant. Je vous invite à aller le lire, à aller le découvrir et vous aurez une idée sur les croisades. Sinon, les glandeurs, si vous avez déjà lu un livre d'Amin Maalouf, dites-moi lequel vous préférez de sa bibliographie, car il en a tellement. Et surtout, dites-moi si vous avez lu Samarcande, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez ressenti la même chose par rapport aux deux parties? Et est-ce que vous voulez découvrir un autre livre d'Amin Maalouf dans ma chaîne? Sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et prenez soin de vous. Que la passion soit avec vous. À plus.